Bonsoir, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 346 déjà. Eh oui. Tout le monde se lève pour Barack. Vous vous en souvenez, c'était il y a une semaine, un clin d'œil à une pub archi connue. Et effectivement, tout le monde s'est levé pour Barack. Et tout le monde est toujours debout. Standing ovation pour le 44e président des États-Unis. Standing ovation pour le premier président noir des États-Unis. Mais le monde, aujourd'hui, retient son souffle. Une question obsède littéralement l'Amérique et vibre sur la toile planétaire. Je résume, on ne parle que de ça là-bas. Malia, 7 ans, fille de Barack et de Michelle, veut un chien. Bon. Mais comme la planète entière le sait depuis la première conférence de presse du président élu, Malia est allergique aux poils de chien. Aïe. Il faut donc lui trouver un chien hypoallergénique. Alors tout le monde est sur le pont, on se mobilise du Japon à l'Australie, du Kansas à la Floride, de l'Alaska à la Terre de Feu. Trouvons le chien de Malia. C'est une affaire sérieuse. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le dis vraiment, spectateurs de Riposte, si vous avez ça en stock, ça étant, je cite le président, un chien abandonné, un chien de croisement, donc ça c'est moi qui le dis, un chien post-racial, comme lui. Bref, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à nous envoyer ce chien des temps modernes, celui du métissage qui ne provoque pas d'allergie. Et nous transmettrons à la Maison-Blanche quelques poils en votre nom et Barack Obama en sera sûrement très touché. En attendant, le président élu a annoncé vendredi qu'il veut s'attaquer de front à l'économie. Ouf. Attention, j'y pense. Après Barney, Scottish Terrier de Bush et Boody, Labrador de Clinton, tous deux chiens de race s'il en est, chiens des temps anciens, quel nom donner au futur First Dog ? Question terrible. Bon, je reviens aux annonces présidentielles. Il a affirmé, Barack Obama, qu'il veut diminuer la crise du crédit. Ouf. Un caniche, peut-être, oui. Un caniche a été proposé par l'association des éleveurs de chiens américains. Pourquoi pas ? Ils sont hypoallergéniques, les caniches. C'est à voir, on ne sait pas. Bien, retour au programme. Aider les classes moyennes et les familles de travailleurs. Ouf. Non, mais pas un caniche, non, c'est trop banal. Enfin, je continue. Aider l'industrie automobile, bien. Et enfin, rétablir la croissance et la prospérité, très bien. La transition a commencé, bravo. Que va-t-il se passer d'ici le 20 janvier, date de sa prise officielle de fonction ? Ah, mais s'il n'y avait pas ce problème de chien qui le tarabuste, allons s'il vous plaît, aidons-le à trouver son chien. Il s'agit de l'avenir du monde, des relations entre la France et les États-Unis, de la refondation du système capitaliste mondial, de la terrible crise financière et sociale. Alors je lance un appel à nos invités. Aidez-nous, s'il vous plaît, à résoudre la question canine. Et accessoirement, si on a le temps, aidez-nous à réfléchir à l'après-élection américaine. À Barack et à nous les Français, nous les citoyens du monde. Je remercie beaucoup Mme Rama Eyad, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, de revenir sur notre plateau cette semaine. Merci à Nicole Bacharan, experte ô combien reconnue des États-Unis. Votre dernier livre publié, c'est Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison-Blanche aux éditions Panama. L'ancien ministre Pierre Moscovici, député du PS évidemment, et spécialiste des relations internationales. Merci beaucoup d'être là, Pierre Moscovici. L'essayiste américain Ted Stanger. Je vous remercie beaucoup. On connaît vos livres qui sont tous des best-sellers sur les Français, les relations entre l'Amérique et les Français. Et le très informé Bernard Guetta, que je suis ravi de vous retrouver, Bernard Guetta de France Inter. Alors je vous retrouve tous en deuxième partie d'émission. D'ici là, je reçois Vincent Peillon, député européen proche de Ségolène Royal, qui fait cette semaine, Ségolène Royal, un retentissant comeback, comme on dit à Chicago. Déjouant tous les pronostics les plus avisés, les sondages les plus pointus, Ségolène Royal remporte les primaires du PS avec 29,5% des voix. Quel sera l'avenir socialiste ? Qui l'incarnera ? Qui sera le prochain premier secrétaire ? Peut-être bien mon invité, Vincent Peillon. Lui-même, on ne saurait l'exclure et on peut l'espérer éventuellement propriétaire d'un chien en surnuméraire. Ça nous arrangerait bien. Donc, Vincent Peillon, donc, au cœur de l'actualité, que je me réjouis de vous retrouver. Riposte, c'est parti. Vincent Peillon, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, Serge Moët. Vous avez un chien ? Non. Non. Non, on a un petit lapin. Un petit lapin ? Oui. C'est tout à fait délicieux. Buffle, vous savez, et avec les oreilles pendantes. C'est charmant. C'est tout à fait charmant et ça me fait très plaisir de l'apprendre. C'est un scoop. Donc, vous avez annoncé ce matin, en ce qui concerne le Parti socialiste, que vous proposeriez un nom pour le poste de premier secrétaire dans les 48 heures. Vous, pourquoi ce délai si court ? C'est pour éviter quoi ? Nous vous écoutons. Je crois que maintenant, les militants ont voté. Ça fait d'ailleurs un moment que les Français attendaient que les choses se dénouent au Parti socialiste. Comme vous venez de le rappeler, il y a eu des surprises, bonnes surprises, mais les choses sont nettes. Je pense maintenant qu'il faut faire les choses dans la clarté. Nous avons quelques jours pour à la fois nous rassembler,
C'est absolument déterminant dans la situation internationale que nous connaissons, devant les attaques extrêmement dures menées par le pouvoir de Sarkozy. Et nous devons en même temps nous rassembler sur une volonté très forte de changement qui est attendue par les Français. Alors il faut le faire. Pourquoi vite comme ça, avant le Congrès? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous craignez? Oh, je crains ces ambiances de congrès que l'on connaît. Vous vous souvenez, le congrès de Rennes, etc., où tout le monde est mis dans une cuve sous 1000 caméras avec des pressions considérables et où, dans des conciliabules nocturnes, les choses ne sont pas maîtrisées. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire les uns et les autres, les amis de Bertrand Delanoë, les amis de Martine Aubry, les amis de Benoît Hamon, les amis de Ségolène Royal, que si nous aimons ce parti, si nous sommes conscients de nos responsabilités vis-à-vis des Français, eh bien, il faut mettre en œuvre ce rassemblement, le faire sur des orientations, avec des exigences, avec une volonté commune, et que bien entendu la question des personnes doit être abordée dans ce cadre. Ségolène Royal avait mis sa candidature, avait-elle dit, au frigidaire. Bon. Va-t-elle en sortir de ce frigidaire? Êtes-vous sûr qu'elle a définitivement renoncé à cette ambition? Non, je ne crois pas, et je ne vois pas pourquoi elle aurait à renoncer, parce que comme notre candidate à la présidentielle, on le voit encore dans ce vote militant, elle a toute légitimité, et sans doute plus de légitimité que beaucoup qui prétendent à ce poste à l'occuper. Cela étant, elle a dit, et je crois qu'on doit lui en faire grâce, car si on a eu un congrès qui n'était pas justement une querelle d'ego, c'est précisément parce qu'elle a fait ce geste de responsabilité dans l'intérêt collectif. Genre, je me retire comme ça, mon nom n'est pas un obstacle, etc. Mais quelle serait la conséquence? Au débat, parce qu'on peut toujours parler des personnes, et je comprends que ce soit déterminant, mais il y a quelques problèmes de pouvoir d'achat. C'est pas dissociable. Oui, je sais qu'il y a quelques problèmes de problèmes d'achat. Vous observerez qu'on ne parle jamais du reste, et qu'y compris, on fait le reproche aux socialistes de ne pas avoir tranché sur les retraites, etc. Donc, pour que ce débat ait lieu, qu'on a attendu très longtemps, Ségolène Royal a fait ce geste de responsabilité. Maintenant, nous avons, je crois que ça a été utile à tout le monde. Abnégation, je ne crois pas, parce que nous sommes heureux de ce qui s'est produit. Nous avons eu de bons échanges et je crois que nous avons cheminé les uns et les autres de façon plutôt intelligente. Ce n'est pas toujours le cas, quand même. Bon. À partir de maintenant, il faut que l'on se retrouve pour savoir, en écoutant les uns et les autres, c'est ce que fait Ségolène Royal, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent faire de ce parti, quelle volonté commune ils veulent construire, et à partir de là, il n'y a pas de préalable sur les personnes. Donc elle peut sortir du frigidaire et dire « je suis candidate ». Elle peut le faire dans la discussion avec les autres et avec nous tous. L'IB, demain, dans un sondage qui sortira demain, donc, annonce que 51% des Français souhaitent qu'elle soit Premier secrétaire. Oui, mais alors, vous le savez, c'est le problème des sondages. On a beaucoup reproché à Ségolène Royal, il y a 1 an et demi, de s'intéresser aux sondages. On a pu constater que quand les sondages ne lui étaient pas favorables, elle gardait quand même quelques convictions et une belle persévérance. Donc nous ne déterminons pas notre attitude dans l'intérêt général du pays ou du Parti socialiste en fonction des sondages, mais nous nous réjouissons bien entendu de celui-là. Mais vous attendiez à cette victoire de Ségolène Royal ? Vous l'aviez prévu, pronostiqué ? On finissait, vous savez, il faut que le doute résiste, comme le disait Jaurès. En l'occurrence, quand même, on était un peu seul à y croire. Vous l'avez observé, tous les commentateurs et nos propres amis politiques nous prédisaient d'être, en tout cas, largement derrière Bertrand Delanoë. Donc nous sommes satisfaits. Mais vous savez, il n'y aurait rien de plus ridicule que de voir ceux qui ont fait 25% se sentir abattus, contrariés. Non. Et nous, être à contrario, très satisfaits et penser que tout va bien. Tout est à faire à partir de ce vote. Et c'est ce à quoi nous appelons. Tout est à faire, et en particulier que dans une semaine, on cesse de parler, quand on est socialiste, uniquement du Parti socialiste, mais qu'on puisse parler d'autre chose. Et donc, nous avons quelques jours pour construire ensemble un parti offensif, tourné vers l'extérieur, en phase avec les attentes des sociétés de la société, et qui puisse demain, quand même, non seulement s'opposer efficacement, il faut le faire, mais proposer une espérance à ce pays. C'est ça l'enjeu pour nous. Mais on parle beaucoup de vous en ce moment, pour ce poste de Premier secrétaire, justement. Vous avez d'ailleurs des supporters très actifs dans votre camp. Manuel Valls, tiens, un de vos amis. Il dit « La bonne solution, c'est Payon, à la tête d'une direction très collégiale et renouvelée ». Gérard Collomb, le maire de Lyon, ne dit pas autre chose. Au-delà des remerciements que vous ne manquerez pas de leur adresser par notre intermédiaire, si vous le voulez bien, y êtes-vous prêt, vous, à être Premier secrétaire, soyons clairs, dans les 48 heures. Je n'ai jamais fait acte de candidature, contrairement à d'autres, parce que j'ai toujours pensé que la question principale pour nous était celle de l'orientation politique et précisément de la capacité à travailler ensemble. Et aujourd'hui, je viens de vous le dire, je ne vois pas pourquoi je me contredirais, parce que si j'ai un petit mérite, c'est peut-être celui-là dans cette affaire de la constance depuis quelques années. Et donc je souhaite, avec tous ceux que j'estime, tous ceux dont la gauche a besoin, que nous puissions nous parler dans les jours qui viennent, et c'est eux qui décideront
avec Ségolène Royal, avec moi-même, la personne qui pourra sans doute le mieux animer cette équipe. Ce que nous voulons, je le dis clairement, ce que nous voulons, c'est une orientation profondément réformatrice par rapport à nos pratiques politiques qui jusque-là nous ont fait du tort, y compris aux yeux des Français. Les socialistes ont d'énormes qualités, une grande générosité, ils ont bien gouverné ce pays et on se moque d'eux en permanence. C'est très lié à ces façons de faire qui ne vont plus. Deuxièmement, un renouvellement profond de nos dirigeants. Ceux qui voudront accompagner ce mouvement, et je crois qu'il y en a beaucoup dans toutes les motions, sont le bienvenu. Vous n'excluez pas d'être Premier secrétaire? Je n'exclus rien, mais honnêtement, ça n'est pas aujourd'hui, au moment où vous me parlez, ma préoccupation. Je mesure l'immensité de la tâche qui attend les socialistes. Non seulement dans la semaine, elle va être terrible, mais dans les mois et les années qui vont suivre. Et il ne faut pas que l'on détourne notre attention de ce qui est l'essentiel. Les questions de personnes ne sont pas à ce stade l'essentiel. Nous avons à construire cette doctrine, nous avons à retrouver une façon de vivre ensemble, nous avons à permettre à une nouvelle génération d'accéder aux responsabilités, et si nous le faisons, vous verrez que naturellement, la question de la personne qui peut conduire cela ne se posera plus. D'accord, mais pour conclure ce chapitre, si on vous le demande gentiment dans les formes, etc., vous accepteriez? Je n'ai aucune raison de refuser une telle responsabilité, mais en même temps, je mesure, peut-être plus que d'autres qui se sont aventurés à des candidatures prématurées, l'immensité de la tâche. Parce que ce n'est pas une personne qui va changer le Parti socialiste. C'est les 130 000 militants, demain les 300 000, les 500 000, c'est remobiliser les associations. C'est très peu, c'est inacceptable. C'est remobiliser les intellectuels, les associations. Ce n'est pas une femme seule ou un homme seul. C'est des gens qui ont une volonté farouche, des convictions profondes et qui sont capables de traverser, évidemment, des périodes qui seront difficiles. Car en plus, nous nous heurtons, vous le savez, à des résistances considérables dans cette société. Donc voilà, c'est une très belle tâche, c'est une tâche historique. On a raté beaucoup de congrès. Essayons de réussir celui-là et puis après de nous mettre en mouvement. D'élection, faites attention à une chose, parce que je trouve, vous savez, Pascal disait se moquer de la philosophie, c'est philosopher. Pour la politique, c'est pas vrai. Et je trouve qu'il y a un déni de démocratie. Le Parti socialiste a gagné toutes les dernières élections. Alors, nous prestons quand même... Pas les présidentielles, quoi, c'est tout. Non, mais depuis, il y a eu les sénatoriales, les régionales, les municipales. Combien de sénateurs, en plus? Une vingtaine. On a quand même plus de 200 députés. Notre candidate a fait 47% à l'élection présidentielle. La plupart des grandes réformes démocratiques et sociales ont été conduites par les socialistes. Et on voudrait s'en moquer à longueur de journée parce qu'il y a un rouleau compresseur d'une puissance incroyable emmenée par Sarkozy, sans respect pour les oppositions, on l'a vu au Parlement européen. Non, c'est inacceptable. Donc cessons avec ça. Le Parti socialiste est digne, il a fait de grandes choses, il a bien travaillé, il compte en son sein des gens de grande qualité. Nous savons ce que nous avons à faire. Refaire un projet pour la France. C'est ce qui a manqué dans les dernières élections, nous allons le faire. Vous savez, vous parlez comme un Premier secrétaire? Non, j'ai toujours parlé comme ça, c'est votre regard qui change. Oh, mon regard change. Oui, je crois. Est-ce réellement une victoire pour Ségolène Royal, d'ailleurs? Puisqu'on dit tout le monde victoire. Moi-même, j'ai dit victoire, surprise, etc. Henri Manueli, de l'aile gauche de votre parti, livre une autre analyse. Il fait remarquer que pour la désignation du candidat socialiste au présidentiel en 2006, la présidente de Poitou-Charentes avait recueilli 60% des voix des militants. 2 ans plus tard, elle en rallie moitié moins. Que s'est-il passé? Serait-elle moins populaire qu'avant? Bon, d'abord, je crois qu'on ne comprend pas toujours à quel point Henri Emmanuelli a le sens de l'humour. En fait, il n'est pas bougon, il n'a pas de rancœur, il n'a pas de l'amertume, c'était de l'humour. Ah, d'accord. Bon. Ensuite, il faudrait quand même mesurer, parce qu'on l'a tous vu, la dureté, la difficulté qui a été celle de ce parcours depuis 1 an et demi, où tout avait été fait pour que les lignes qui avaient bougé dans l'élection présidentielle, une femme candidate, la France métissée, vous êtes en train de parler de Barack Obama, la seule responsable politique française qui a assumé dans une campagne présidentielle, contre tous les sondeurs d'ailleurs, le thème de la France métissée, qui a fait revenir au vote des générations entières, et en particulier cette France métissée et les catégories populaires. C'est Ségolène Royal. Ça n'a pas été un lit de rose, ni la campagne présidentielle, ni ce qui a suivi. Et on nous prédisait effectivement l'échec, et on nous annonçait qu'après l'échec, ce serait difficile pour les uns et les autres. Donc oui, il y a un succès de Ségolène Royal, il faut s'en réjouir. À partir de là, tournons la page. Maintenant, passons sur la base de cette réussite à ce que nous devons faire, et il y a beaucoup à faire. Les Français, dans un sondage IFOP paru ce matin, ils disent que le meilleur opposant à Nicolas Sarkozy n'est pas du tout Ségolène Royal, mais Dominique Strauss-Kahn, immédiatement suivi de Bertrand Delanoë. Alors Ségolène Royal, elle n'arrive que à 17 points, en troisième position. Alors comment expliquer que la présidente de Poitou-Charentes arrive en tête chez les militants et aussi peu chez les sympathisants, en fait, aussi faiblement chez les sympathisants? Là aussi, pays réel, pays légal, Parti socialiste réel, Parti socialiste légal, enfin, qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas du tout le Parti socialiste. Je vais vous dire, les observateurs. Il me semble qu'une des grandes exigences que nous allons devoir avoir, c'est remettre un peu de constance et de durée dans la vie politique française. Parce que sinon,
on va vivre sous l'ère Sarkozy indéfiniment, c'est-à-dire je dis une chose, le contraire le lendemain, mais comme vous avez perdu toute mémoire que vous avez dû vendre à quelqu'un qui voulait ramollir les cerveaux, on s'en fout, on ne sait plus quel sens ça a, on va interdire les paradis fiscaux quand on en a fait en France, on va, etc. Bon. Donc remettre du sens et de la durée. Donc les sondages, on en a vu un tout à l'heure. Demain matin, on nous annonce que Ségolène Royal est celle que les partisans du Parti socialiste voudraient voir comme premier secrétaire. La semaine dernière, on en avait un autre qui nous disait qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit... Bon. Donc je ne commenterai pas les sondages et on essaiera de faire que la vie politique ne soit plus le commentaire des sondages. Vous écrivez que la malédiction du Parti socialiste depuis un siècle et son incapacité historique à conserver le pouvoir au XXe siècle, et c'est son incapacité historique, vous dites. Hein. Léon Blum l'a gardé qu'un an, hein. François Mitterrand, 14, grâce aux institutions de la Ve République, évidemment. Bon. Comment remédier à cette espèce de fatalité socialiste ? Trois petits tours et puis s'en vont, quoi. Même s'il dure 14 ans, le petit tour. Je pense que pour notre génération politique, considérant que ce n'est pas une affaire d'âge, hein, mais la tâche historique que nous avons à nous fixer, c'est de permettre en effet que nous gouvernions dans la durée. Ce que vous dites sur François Mitterrand, pour être précis, n'est pas tout à fait exact. Ce qui est intéressant... Non, mais tout à fait exact, vous allez voir pourquoi. C'est 2 septennats, mais avec 2 cohabitations, et nous avons eu 2 législatures socialistes. Parce que souvent, on voit le passé, et tout d'un coup, on l'embaume, et on fait... Et on a perdu très durement... En 93, terrible, être socialiste, on faisait campagne sous les crachats, on a eu un groupe parlementaire de 70 membres, et 86 avait été aussi une défaite. Donc la réalité, c'est que les socialistes français, même lorsqu'ils ont bien gouverné, sont systématiquement battus. Ce n'est pas le cas de la droite. Et là, il y a une malédiction particulière au socialisme français qui n'existe pas dans les autres pays européens. Et je pense que, on voit les analyses superficielles, c'est la faute à la gauche plurielle, c'est notre candidat ou notre candidate qui n'était pas... Non. Il y a un problème de doctrine socialiste française. Et je pense qu'il faut poser dans toute son ampleur... je pense qu'il faut sortir de ce qui, dans le fond, mine la vie des socialistes depuis 1905. C'est un écart entre des thèses tout à fait radicales lorsqu'on est dans l'opposition, sans lien à une pratique gouvernementale possible, et puis après, une forme d'abandon ou de fatalisme ou de glissement libéral lorsque nous sommes aux responsabilités. Donc et une ignorance profonde, y compris entre une doctrine marxiste qui a encore servi à François Mitterrand à gagner le pouvoir, et puis après des pratiques que moi je qualifie d'opportunistes, Bernard Tapie, Jean-Pierre Soisson, etc. Je pense que... Pas social-démocrate, opportuniste. Opportuniste. Je pense que, bien sûr, pas social-démocrate, opportuniste, absolument. On n'a jamais fait de social-démocratie française, c'est un modèle qui n'est pas français. Et je pense que notre propre tradition spécifique, qui est le socialisme républicain, est ignorée des socialistes français depuis 1905. Or là, il y a une matrice considérable pour sortir d'un certain nombre d'impasses de la vie politique française, par exemple des oppositions que tout le monde comprend. Liberté, égalité. Ah, la droite serait pour la liberté et les socialistes, ce serait l'égalité, voire l'égalitarisme, tout le monde en uniforme et tout le monde... C'est exactement l'inverse. Nous avons été toujours, Barack Obama, c'est quoi dans le fond? C'est la révolution américaine qui se poursuit, c'est les droits de l'homme, comme nous avons eu la révolution française. Nous avons toujours été les partisans de l'émancipation des personnes et de la liberté. Mais nous savons que pour que toutes les personnes trouvent à construire leur propre autonomie, il faut leur donner des conditions de vie, d'éducation, de soins, etc., qui leur permettent de le faire. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre liberté et égalité. Il y a quelque chose qui, au contraire, se féconde. Nous avons toujours livre, la Révolution française n'est pas terminée. Et donc, il faut revenir au socialisme français, celui qui était celui de Jaurès, qui a été celui des grandes lois sociales, des lois sur la liberté de la presse, la liberté d'association. Et je crois que là, il y a une matrice pour proposer un socialisme du XXIe siècle qui sera un socialisme capable d'agir. Vous dites, il faut une rupture qui suppose des révisions courageuses et des audaces certaines dans notre doctrine. J'imagine que c'est ça qui fait partir Mélenchon du Parti socialiste. J'imagine que c'est là-dessus que Olivier Besancenot fait son lit et est considéré comme un des opposants favoris des Français à Sarkozy. C'est-à-dire, quand on vous entend dire une rupture qui suppose des révisions dangereuses, on entend aussi, on va être tiède, on va se retirer dans une espèce de truc mollasson, une social-démocratie qui ressemble beaucoup au libéralisme. D'ailleurs, Ségolène Royal dit le modèle social-démocrate est périmé. Vous voyez ? Alors, qui comprendre et qui croire quand on entend ça ? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire ce que vous dites est juste, mais dans l'interprétation que vous donnez de nos propos. Je vous prends un exemple, et ça n'a rien de révolutionnaire, c'était le programme des radicaux Joseph Caillaux au début du siècle. On n'a toujours pas de grand impôt progressif en France. Même après 15 ans de législature socialiste, on est un des pays les moins redistributifs de l'OCDE.
En d'autres termes, ce sont dans notre pays souvent les couches moyennes et les couches populaires qui payent pour les plus riches. Puis avec Nicolas Sarkozy, c'est encore accentué avec le bouclier fiscal, etc. Je pense que la grande réforme fiscale que la gauche n'a pas faite est quelque chose de déterminant. Donc les ruptures, elles sont là. Je pense que la question démocratique, nous, on ne veut plus de parti d'avant-garde. On veut un parti qui représente toute la société. Pourquoi ? C'est une rupture profonde. Parce que nous pensons que quand la gauche gouverne, contrairement à la droite, elle ne peut pas fonctionner de façon bonapartiste, d'autorité. Elle a besoin de mobiliser la société autour de ses réformes. Les 35 heures, la CMU, plus de démocratie, etc. Chaque fois que nous avons perdu, on a dit finalement, on ne l'a pas fait. On n'a pas su mobiliser la société. On a continué à utiliser le pouvoir comme le faisait la droite. On s'est moulé dans les institutions de la Ve République. Là aussi, rupture profonde, nous proposons une Sixième République. Donc sur plein de sujets, c'est plutôt une forme de radicalité à gauche que nous proposons, mais moderne, parce que, en même temps, je ne vais pas faire grief à Lionel Jospin, Pierre Mauroy ou Léon Blum de n'avoir pas cru en leurs valeurs. Donc si nous n'avons pas été capables de le faire, c'est que les instruments de l'action politique n'allaient pas. Et nous avons à réformer l'État, réformer les instruments de la démocratie pour agir plus efficacement. Le départ de Jean-Luc Mélenchon, vous pensez que c'est un début d'une hémorragie de militants, la gauche de votre parti, non, qui vont rejoindre le NPA, qui a tenu son premier meeting jeudi, le nouveau parti d'Olivier Besancenot. Jean-Luc Mélenchon a fait une analyse juste qui n'a pas été faite par les commentateurs. Donc je vais vous la livrer. Jusqu'ici, ce qu'on appelle la gauche du Parti socialiste. Autrefois, par exemple, le nouveau Parti socialiste et les amis d'Emmanuel faisait 30 ou 40%. C'est la première fois, tout le monde dit Benoît Hamon a fait un score formidable. Vous faisiez partie de ça, vous étiez Absolument. Parti, oui. Au dernier congrès, le simple nouveau Parti socialiste fait 25%. Là, Benoît Hamon avec Henri Emmanuelli, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Gérard Filoche, avec Paul Quillès, avec donc tout le monde, il avait fait ce rassemblement, fait 19%. Jean-Luc Mélenchon en conclut, cette gauche du parti a en réalité perdu. Parce qu'il y a plus de 80% qui sont aujourd'hui assez homogènes en termes intellectuels s'ils se rassemblent. Et c'est le constat qu'il a fait. Donc il se dit, finalement, nous n'avons pas gagné le combat engagé depuis quelques années et il faut aller faire ça ailleurs. Il a raison, il a tort, il va entraîner des gens. Je ne crois pas beaucoup de gens, mais il n'y a pas de difficulté de dialogue avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il y en a vous plus, me parliez des... Vous me parliez, en claquant la mais porte. on peut parler avec d'autres gens. Vous parlez d'un dialogue, les portes claquent. Non, oui. moi je lui ai parlé encore hier. Écoutez, vous savez, la première chose pour le Parti socialiste, c'est de rompre avec le sectarisme. Des socialistes disent du mal des autres socialistes. Ils disent du mal des gens du MoDem. Ils disent du mal d'Olivier Besancenot. Mais enfin... soyons nous-mêmes, soyons forts et soyons capables de sourire et d'accueillir les autres. Moi, je n'ai pas d'ennemis à gauche, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Olivier Besancenot, ni les Verts, ni le Parti communiste. Le problème, c'est que notre offre politique soit forte. J'irai plus loin, même vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Moi, je considère que sa politique est une rupture profonde avec le pacte républicain et social français, comme on n'a jamais vu. Je considère que notre pays est dans un moment d'abaissement, comme on en a peu connu, de la même nature que sous le Second Empire ou à des moments noirs de notre histoire. Mais l'opposition ne suffit pas. Nous gagnerons en proposant, en ayant un projet, en montrant aux Français qu'il y a une autre voie. Donc il faut en finir avec le sectarisme, il faut en finir avec la critique permanente de tout. Nous voulons un parti fort, un parti attractif, un parti souriant, un parti qui fasse un projet. On a quelques jours pour le faire. Avec y compris des alliances au centre ? Les alliances au centre, ça ne se pose pas comme ça. Ça se pose beaucoup quand même. Non. Henri Emmanuelli a dit, j'ai pas oublié qu'on allait se réveiller avec François Bayrou, Premier ministre. Oui, mais ce sont des positionnements permanents. Il n'a pas quitté le Parti socialiste quand il a eu Jean-Pierre Soisson ministre, qui après faisait des alliances avec le Front national. Donc ça suffit. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons besoin d'un parti fort. Les mêmes critiquent les alliances qui veulent rester à 100 000 militants et qui font siffler les adhérents à 20 €. Tiens, c'est curieux. Les mêmes qui nous critiquent quand nous avons un parti fort, rassemblement à gauche, en disant qu'ils veulent faire l'alliance au centre, ont écrit des livres en 2002 pour dire si on a perdu en 2002, c'est la faute à la gauche plurielle. Quand même, de temps en temps, on peut avoir un peu de cohérence dans ses propos. Donc nous voulons un parti fort, deuxièmement le rassemblement de la gauche, et quand même, comme on a toujours fait, eh bien, que tous ceux qui veulent se réunir sur notre projet, parce qu'ils sont sincèrement contre la politique de Nicolas Sarkozy, ils sont laïcs, ils sont républicains, ils sont du côté social, eh bien, puissent nous rejoindre sans qu'on les ait injuriés avant. Donc il y aura des alliances au centre ? Des alliances au centre, pas nécessairement. On pourra dire, d'abord, les alliances au centre, elles ont eu lieu. Non, je pense que... Non, mais je vous dis très sincèrement, non, parce que c'est quoi le centre ? Il est où, M. Bayrou ? Il explique qu'il est un grand opposant à Nicolas Sarkozy, mais il siège au Parlement européen où je suis avec les libéraux. Il explique qu'il est pour les services publics, il vote toutes les directives de dérégulation. Donc la question qui se pose, elle n'est pas posée aux socialistes, elle est posée à M. Bayrou.
Quand vous dites que vous êtes un opposant avec Nicolas Sarkozy, mais que vous ne soutenez pas Ségolène Royal au second tour de la présidentielle, vous faites élire M. Sarkozy. Donc vous ne pouvez pas être à la fois le pyromane et le pompier. Donc maintenant, dites-nous où vous êtes. Le jour où il nous le dira, il pourra travailler avec la gauche. Et je vais plus loin, ce n'est pas simplement avec le Parti socialiste. Un contrat de gouvernement pour faire une majorité, nous l'aurons avec les communistes, avec les Verts, avec les citoyens. Et donc il devra entrer dans cette majorité progressiste. Donc c'est à eux de se déterminer. 2 courtes questions, 2 courtes réponses pour terminer. D'ici 48 heures c'est quand ? Après la remise des gerbes, le 11 novembre Exactement. C'est ça. Vous pensez que je pense que mardi leaders du Parti après-midi, socialiste, vous allez vous réunir et la fumée blanche va sortir ? Je pense que si nous sommes responsables, nous devons commencer à travailler sérieusement. Demain matin, Ségolène Royal, Vera Bertrand Delanoë et Martine Aubry. Après, nous nous réunirons. Le mardi matin, les élus sont pris par les tâches que vous avez évoquées de commémoration. Dès mardi, début d'après-midi, il faut que nous réunissions pour travailler sur le fond. Et j'espère que ce travail, qui devra durer 12 heures, 24 heures, 36 heures, débouchera avant le jeudi, pour que nous puissions présenter aux Français, comme aux militants qui nous ont fait confiance, le visage qu'ils attendent, c'est-à-dire d'un nouveau parti socialiste. Dont vous serez peut-être le premier secrétaire. C'est une question subsidiaire. Non. Si, bien entendu. Imaginez la tâche qui nous attend là. Moi, je l'attends depuis des années. Donc, franchement, ça n'est pas un préalable, ce n'est pas une condition. Vous dites vous-même... Ça peut être Julien Benoît, bon, d'accord, bon. Ça peut être Pierre Moscovici que vous allez recevoir, ça peut être Ségolène Royal, ça peut être... Ça n'est pas notre question aujourd'hui. Mais bien sûr, ça lui fera plaisir ou pas, ça n'est pas la question. La question, c'est qu'avant, nous devons nous parler et être intelligents ensemble. Tous les socialistes, vous les connaissez bien, sont intelligents, ceux que vous recevez. Mais ensemble, bizarrement, ils ont l'air très bêtes, tout d'un coup. Et bien là, on va essayer de faire qu'on soit intelligents ensemble. Dernière question pour faire la liaison avec le débat qui suit, où justement nous allons retrouver Ramayad, Pierre Moscovici. Une dernière question. L'Obamania est devenu le phénomène le mieux partagé du monde. Hein. Elle est aussi fervente à l'UMP qu'au PS, hein, l'Obamania. Y participez-vous ? Oui. C'est une grande espérance, vraiment, je crois, pour nous tous. C'est en même temps dans cette politique qui, pour nous, est assez triste. Et j'écoutais le discours incroyable de Nicolas Sarkozy à Bruxelles, maniant l'injure, la menace, etc. Là, nous avons une forme d'élégance. Et par rapport aux années Bush qui ont été difficiles, oui, c'est une grande espérance. Alors, vous voyez, Obama est plus jeune que moi. Vous dites, évidemment, cet homme qui est noir, dans la continuité de cette grande Amérique, qui, comme la France de la Révolution française, doit porter le message de la liberté et de l'émancipation. Non, c'est une grande satisfaction, bien sûr. Merci beaucoup, Vincent Payon. Je renvoie votre livre. La Révolution française n'est pas terminée. Je vais maintenant retrouver mes invités pour notre débat Barack et nous. Hein, mais d'abord, quelques images de la ferveur qui a suivi l'élection du président américain. Merci beaucoup et à très bientôt, je pense. Très bientôt, au revoir. Merci. This is the best day of my life. Historique, le mot est revenu partout, à la une des journaux du monde entier ou dans les réactions officielles. Je disais que ce tournant historique allait se passer, non seulement pour les États-Unis, mais encore pour l'Afrique, mais encore pour le monde. L'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev, je suis très heureux. Ce qu'Obama va faire, c'est la perestroïka des États-Unis. I think foreign policy-wise, this is going to be huge for the U.S. Everyone's going to love us again. Terrorism's going to go down. I love it. Quel enthousiasme quand on voit ces images et puis quand on voit les couvertures de tous nos magazines, L'Express, Le Point, Challenge, ce que le monde attend de lui, titre Le Nouvel Observateur. Vous voyez, enfin, c'est tout à fait incroyable, étonnant. Enfin bon, alors en dehors de cette histoire de chien hypoallergénique dont je parlais tout à l'heure, et sérieusement, qu'avez-vous appris à la dernière conférence de presse d'Obama que vous ne sachiez déjà? Faudra-t-il attendre pour en savoir plus sur sa politique, sur ses premières décisions réelles, la fin de cette longue période, très étrange pour nous, Français, d'une prise de fonction qui aura lieu le 20 janvier, le 20 janvier uniquement. Pour l'instant, le président des États-Unis, d'une certaine façon, c'est encore Bush, où je ne comprends rien. C'est ça, c'est encore Bush. Hein. C'est encore Bush. Alors, on va attendre le 20 janvier, pendant ce temps, la crise, tout ça, on ne touche pas. Comment ça se passe? Qui veut m'expliquer? Les deux équipes présidentielles vont travailler ensemble. C'est une période de 77 jours. On a bien vu qu'Obama a nommé un secrétaire général pour la Maison-Blanche, qui est Rahm Emanuel. Et effectivement, c'est une période où il y a deux guerres, Irak et Afghanistan. Il y a une crise financière, un déficit de 1 000 milliards de dollars, c'est vrai. Mais je pense que, vu les engagements de George Bush, qui
au lendemain de la victoire d'Obama, a fait des déclarations très claires en disant que nous sommes à la disposition de l'équipe d'Obama pour bien travailler. Il n'y a pas de problème. Alors cette période est effectivement longue, contrairement à la France, par exemple, où dès le lendemain, le président... Voilà, il y a une continuité en même temps du service public. Là, il faut qu'Obama change 7000 personnes dans l'administration américaine, avec souvent l'aval du Congrès, d'ailleurs, des personnels administratifs. Donc c'est ce qui justifie cette longueur, qui avait déjà d'ailleurs été raccourcie après la crise de 29. C'était plus long avant, c'était au mois de mars, je crois. Jusqu'au mois de mars, on attendait. Et donc, ça a été raccourci. Et puis ensuite, il fallait que les grands électeurs arrivent des États jusqu'à Washington. Et après le 11 septembre 2001, un deuxième changement a été fait, c'est-à-dire on a renforcé les informations que donne le président sortant au président élu. Ce qui explique par exemple que Obama a été briefé par la CIA ou des choses comme ça. Mais d'ici là, rien ne bouge. Enfin, qui veut me répondre là-dessus? Pierre Moscovici. Tout ça est parfaitement exact, avec peut-être une toute petite nuance. C'est que le président des États-Unis, c'est George Bush. C'est George Bush, c'est ce qu'il dit. Non, ce que je ne dis pas par rapport à ce que vous dites, c'est lui, et c'est seulement lui. Autrement dit, les informations circulent, les équipes se mettent en place, on commence à... C'est lui qui décide. C'est lui qui décide, et lui seul. Je vais prendre un exemple. La semaine prochaine, il va y avoir un débat du G20 très important, une rencontre fondamentale sur la refondation du système financier international. Eh bien, George Bush sera là, peut-être, sûrement d'ailleurs. Y aura-t-il des rencontres en coulisses de tel ou tel chef d'État Avec Nicolas Sarkozy, peut-être. Sans doute, mais en tout cas, l'espère-t-il. Je pense qu'il y aura comme ça se fait souvent dans ce genre de situation, des tas de rencontres, peut-être même avec chacun. Mais en même temps, celui qui sera là pour la décision, c'est George Bush. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend cet exemple-là, ça veut dire que ce G20 ne pourra pas accoucher d'une vraie décision, mais qu'on aura probablement un processus qui se lance. On reporte. Non, on ne reporte pas. Et ça ne me choque pas vraiment. Parce qu'en réalité, si on se souvient, par exemple, de Bretton Woods, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est fait en un an. C'est des choses qui sont des conférences qui durent, mais en même temps, le président américain actuel, il est là et bien là, et en même temps, c'est ce qu'on appelle le lame duck, c'est-à-dire le canard boiteux, qui ne peut pas prendre d'engagement très fort pour l'avenir, pendant que le nouveau président lui-même n'est pas encore acteur. Ted Stenger, Bush peut prendre des décisions, par exemple, là, s'il y avait un attentat terroriste, touchons du bois, s'il y avait un attentat terroriste majeur... Je pense qu'il faut dire que les Français sont bien placés pour comprendre une autre période de transition, parce que vous avez donné le spectacle au monde et un président et un premier ministre dans les instances internationales, où il fallait 2 hommes pour représenter la France. Mais donc, c'est une cohabitation, c'est une grosse cohabitation. Mais remarquons aussi, il y a une chose, que Barack Obama peut dire son mot, mais de façon très subtile par le Congrès. Parce que les démocrates ont la majorité dans le Congrès, et lui, comme la main dans le gant, il peut se voir avec les leaders de cette majorité-là et suggérer des choses à faire. Mais il faut qu'il y aille très doucement et avec beaucoup de précautions. D'où la conférence de presse, d'où le ton de la conférence de presse pour vous. Voilà, c'est ça, Nicole Bacharan? Oui, tout à fait. Vous le disiez très justement, c'est une période qui est longue et compliquée, mais il y a un seul président qui a le pouvoir, qui peut signer des lois, qui peut prendre des décisions exécutives. C'est George Bush jusqu'à midi, le 20 janvier. Et à midi 1, ce sera Barack Obama. Et dans cette période, Barack Obama s'insère en quelque sorte dans le pouvoir politique américain. Il peut effectivement agir à travers le Parti démocrate majoritaire au Congrès. Le Congrès resiège de nouveau à partir du 17 novembre, donc ça vient très vite. C'est l'ancien Congrès qui va siéger le 17 novembre, celui qui a été élu en novembre 2006. Le nouveau attaquera de nouveau avec Barack Obama le 20 janvier 2009. Et en fait, les 2 équipes sont très limitées. George Bush ne peut pas prendre de grandes initiatives qui seraient vraiment contraires à ce que fera l'administration suivante. D'ailleurs, sous peine de voir ses décisions défaites dès le 20 ou le 21 janvier. Quant à Barack Obama, il n'a pas le pouvoir, donc il ne peut pas prétendre l'exercer. Et ce qu'on attend notamment en politique intérieure américaine, c'est qu'au Congrès passe un plan de relance limité, avec notamment des aides supplémentaires aux chômeurs, des aides alimentaires, vous citiez au début de l'émission de l'aide à l'industrie automobile, mais pas le grand plan de relance qui certainement sera lancé après. On va voir des avant-goûts, c'est ça? Voilà. Des avant-goûts. Que George Bush peut signer sans se renier totalement. D'accord, mais Bernard Guetta, ça tombe vraiment mal, vu la crise mondiale, vu l'état des finances américaines et celle du monde. Ça tombe vraiment mal. C'est même le moins qu'on puisse dire. Et c'est pour ça que cette période de transition sera, à bien des égards,
regard assez exceptionnel. Nicole Bacharan vient de rappeler que d'ores et déjà, il y a une majorité démocrate au Congrès. Cette majorité a été renforcée le même jour que l'élection présidentielle, puisqu'il y avait aussi des élections pour le Congrès. Donc il y a un tel rapport de force en faveur des démocrates au Congrès, une telle urgence, un tel mandat populaire donné au président élu, comme on dit aux États-Unis. Il y a le président tout court, et puis il y a le président élu qui n'est pas le président. Mais tout ça converge pour donner à la fois à Barack Obama et au Parti démocrate, au Congrès, je dirais un poids particulier pour une période de transition. Mais évidemment que... Pardon, j'oublie un élément. L'extraordinaire impopularité de Bush. Bush n'est plus populaire aujourd'hui. Enfin, s'il est légitime, il n'est plus sur 5. Légitime, mais bon. Vous vous rendez compte, un Américain sur 5. Il y a aussi une deuxième décision au-delà du sommet du G20 qui sera prise pendant cette période de transition. C'est le mandat des Nations Unies et des États-Unis en Irak. Parce que ce mandat va expirer avant la fin de l'année, décembre. Et s'il n'y a pas un accord qui est trouvé, alors que le gouvernement irakien voudrait que les Américains se retirent, eh ben, la présence des 145 000 soldats américains en Irak sera sans fondement légal. C'est aussi une décision qui est très importante. Et en janvier... Mais alors, il n'y a pas d'accord. Je voudrais, la première décision, le 20 janvier à midi et quelques, là. Midi 1. Oui. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Avant toute chose, je crois que là, on donne l'impression que c'est assez catastrophique, que c'est désastreux, que finalement, le système à la française, dans lequel il faut 15 jours... J'ai pas entendu ça. Attendez, ce que je voulais dire, c'est que ça ne l'est pas. Et je pense que les Américains, en réalité, sont extrêmement rodés à ça. Ça fait des siècles que ça dure. Ils ont, dans ce genre de situation, une attitude qui est extrêmement responsable et respectueuse. Aux États-Unis, le président, c'est le président. Et c'est quelqu'un qui incarne la nation. Et je crois que la responsabilité, elle sera partagée. Autrement plus que nous, ils sont plus respectueux que nous ? Oui, je pense que le système est beaucoup plus patriotique, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus... Et là, je pense que les deux seront responsables. Je crois que George Bush ne prendra aucune décision qui ira à l'encontre de ce que fera son successeur. Et je pense que Barack Obama ne sera pas non plus dans la critique systématique de ce que fera le président. Alors après, il y a des cas particuliers comme celui que vous évoquez. Ce qu'on peut imaginer, c'est que le mandat sera prolongé et qu'en même temps, le nouveau président arrivant, par exemple, pourrait annoncer un calendrier de retrait qui d'ailleurs, à mon avis, qui à mon avis ne sera pas aussi rapide que certains le pensent ou l'espèrent, parce que c'est quelqu'un de très réaliste. Oui, très réaliste. Mais justement, Ted Sangha, quelle serait, selon vous, la première mesure que prendrait Barack Obama, donc le 20 janvier à midi 1, pour reprendre l'expression de Nicole Bacharan. Midi 1, on est midi 1. C'est facile, entre guillemets, c'est la décision que tout le monde veut, presque tout le monde, c'est Guantanamo. Mais c'est la première décision, Guantanamo, c'est la prison, rappelons que c'est la prison. Facile, voilà. Mais son équipe déjà de transition est en train de voir quelles sont les modalités pour faire une annonce très vite, si possible. C'est vraiment la première mesure. Pourquoi vous dites c'est la première mesure ? Ça pourrait l'être. Pourquoi Ted Sangha, vous dites ça ? Parce que ça a un effet, c'est facile dans un sens, je dis entre avant le plan de relance, avant tout, pour donner un ton à cette administration. Parce que le plan de relance dépend du Congrès, tandis que Guantanamo dépend du président. Moi, je dirais plutôt que la première annonce devrait concerner l'économie et le renforcement des politiques de relance. Ouais. Évidemment, ça s'est annoncé, c'est clair, c'est dit, et il ne va pas du tout reculer là-dessus. Il veut fermer Guantanamo. McCain lui-même voulait fermer Guantanamo, qui est évidemment terrifiant. C'est un scandale, c'est un scandale absolu. C'est tout simplement. Voilà. Non, si vous voulez, on peut définir Guantanamo. C'est la réinvention des oubliettes. C'est tout. C'est la réinvention des oubliettes. Pas de juge, pas d'avocat, on vous jette au fond d'une cellule et vous disparaissez. Bon, alors ça, évidemment qu'il va fermer cette prison qui est sur une base militaire à Cuba, rappelons-le. Mais je ne le vois pas faire cette première annonce. Non, il va commencer par l'économie. L'économie concerne tous les Américains. C'est sur cet agenda-là, comme on dit aux États-Unis, qu'il a été élu. Bien sûr. Quand on a interrogé les Américains sur quel a été votre déterminant, par exemple, entre l'Irak et l'économie, il y a plus de 60% qui ont répondu l'économie, 10% l'Irak. Voilà. Et donc, à l'évidence, le signal qu'il doit donner, c'est un signal de volontarisme économique, c'est la volonté d'une relance qui, en l'occurrence, sera assez sûrement une relance budgétaire, une relance par la dépense, peut-être aussi du soutien à un certain nombre de secteurs. On parlait de l'industrie automobile, qui est un secteur qui est sinistré en France aussi, en Europe. Enfin, sinistré non, mais en danger, qui a besoin de soutien. Et je crois que les signaux qu'il donnera seront forcément des signaux
économiques et sociaux. Ah, destination de son électorat aussi. Enfin, on l'a élu à pour ça. destination des Américains. C'est ça, des Américains. Son électorat, vous savez. Enfin, je ne sais pas, oui. Joel Plombier aussi sera content de ces. Voilà, il va penser à ça. De toutes les façons, ce plan est très ambitieux. C'est pas à midi une le 20 janvier qu'il peut l'annoncer dans sa totalité, puisqu'on a d'abord il y a eu le plan Paulson de Bush, 700 milliards de dollars, mais qui doit encore être complété parce que les banques demandent des liquidités. Vous avez ça, vous avez la lutte contre le phénomène de récession qui s'installe aux États-Unis, et notamment la question du chômage qui atteint 6,5% quand même aux États-Unis. Et donc là, il y a des crédits à racheter. Les chiffres sont très mauvais, là. Voilà. Vous avez aussi l'assurance maladie qui fait partie aussi du plan de relance. On avait déjà des systèmes pour les retraités, le Medicare, et pour les chômeurs, enfin les plus démunis, le Medicaid. Mais maintenant, ça l'a laissé quand même sur le bas-côté 46 millions d'Américains à qui aussi il faudra proposer quelque chose. Donc c'est quand même tout un... Enfin, c'est très très large. C'est pas en une minute que tout ça va se faire. Mais est-ce qu'il va s'attaquer à Wall Street, moi? C'est une question qui... Pour Wall Street, il faudra racheter les actifs toxiques. Ça, c'est vrai, qui minent le système et que les banques sont en attente d'un assainissement du système financier, exactement comme nous le faisons. Comme nous le faisons en France. C'est plus compliqué. Absolument, je crois qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. Parce que, il va faire plus de régulation. Quel a été le problème du plan Paulson? C'est qu'à un moment donné, justement, les Américains, et les démocrates d'ailleurs, ont considéré qu'on servait davantage Wall Street, c'est-à-dire cette rue où se situe la bourse, que Main Street. Main Street, c'est l'homme de la rue. Et je crois qu'il va devoir agir sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur la relance, sur la cohésion sociale. Comme nous. C'est comme nous annoncé. Annoncé, mais enfin, c'est pas le sujet de l'émission. Comme il faudra le faire, comme les Européens devront le faire, comme les Français devront le faire, parce qu'on ne peut pas justement se contenter du système financier. Et s'agissant du système financier, je crois effectivement qu'il aura un désir de régulation, qui peut d'ailleurs, à un certain moment, les démocrates l'avaient posé au moment du premier plan Paulson qui avait été rejeté, passer par un contrôle de l'État. C'est quelque chose d'absolument incroyable, peut-être aux États-Unis, sur les banques, parce que ce qui importe, c'est que quand il y a soutien public, il y a aussi une forme de contrôle public. Et ça, ce sont des sujets qui seront posés en France, en Europe, mais qui seront posés aussi aux États-Unis. Donc Wall Street, oui. Main Street, l'homme de la rue. Mais ça, c'était inimaginable aux États-Unis il y a quelque temps. Je ne suis pas d'accord avec cette vision française de la politique américaine, pas toujours, parce que je pense que vous avez tendance à voir le président à l'exécutif américain comme Sarkozy à l'Élysée, qui fait une annonce, qui fait une annonce, et puis qui compte sur les godillots à l'Assemblée nationale pour tamponner cette annonce. Les godillots en France, qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi le mot, mais pour la plupart, ce sont des godillots. Ils se rebellent de temps en temps, mais ils sont bien obéissants parce qu'ils doivent leur place au président. Tandis qu'aux États-Unis, on a bien canine, peut-être, entre les caniches des uns et puis les roquets des autres. On a bien vu aux États-Unis, dans les résultats électoraux, qu'il y a beaucoup de sénateurs, par exemple, qui ont fait un meilleur résultat dans leur État que Barack Obama. Et ils ne doivent en rien leur place à lui. Je ne suis pas d'accord quand même. Il a eu 52%. Juste un mot de il a eu 52% des voix populaires. Mitterrand avait 51,7 en 81. C'était assez pour réformer la France, mais 52, c'est pas assez pour révolutionner l'Amérique. Non, mais quelle mesure concrète, Nicole Bacharand? Non, mais justement, comment va-t-il se placer face au Congrès? C'est vrai que l'illusion que bon, voilà, il peut faire ce qu'il veut puisque le Congrès est de son côté, ce serait tout à fait exagéré. Mais je pense qu'à l'égard de son propre parti, il a une position d'autorité toute particulière. Parce que, certes, il y a des États où un sénateur ou un autre a fait plus que 52% des voix. Mais il y a des États où Obama a fait beaucoup plus que 52% des voix. Il a fait plus de 60% en Californie. Il est dans une de ces rares positions où il peut se retourner vers ses parlementaires à lui et leur dire, comme on dit en anglais, « You owe me one ». Ils sont une dizaine. Vous m'en devez une. Je rajoute quelque chose. Il a bien l'intention de mais qu'est-ce qu'il va faire pour les subprimes, par exemple, pour les propriétaires expulsés en maison? Ça, vous le savez, ça, vous? Je ne sais pas, mais je sais quel est le problème. Les ouvriers au chômage. Je vois le problème. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Est-ce qu'il va refonder le capitalisme? Excusez-moi, mais c'est encore une fois une arrogance française. Imaginez. Bon, il y avait Nicolas Sarkozy. Nicolas, c'est pas que nous, c'est qui nous? C'est vous. Non, mais pas là pour faire le procès. Imaginez qu'il y avait un président aux États-Unis, à la Maison-Blanche, qui disait qu'il faut refonder l'étatisme des Français. Eh bien,
Ça serait tout de même plus on avance. un petit peu de la France. Le système financier mondial, jamais les Français n'ont dit, je parle sous votre contrôle, on allait refonder le système américain. De surcroît, Ted, tout Wall Street, ou en tout cas 80% des gens de Wall Street aujourd'hui, disent publiquement, dans la presse, qu'il faut revenir à plus de réglementation. Et donc, oui, je m'excuse, il va y avoir, alors peut-être que refondation est un mot trop pompeux, mais évidemment des réformes assez profondes du système financier aux États-Unis. Il faut prendre conscience de ce qu'est une élection. Dans une élection, il y a, au fond, ce que vous décrivez, c'est un état de grâce. Oui, il a été élu, bien élu, ça correspond à une attente, et il a un congrès avec lui. Donc, il va pouvoir agir, et il agira. En même temps, par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce qu'il va faire pour tel ou tel il ne peut pas tout faire. Et ça, donc déception prévisible. Alors, écoutez, moi je pense une chose là-dessus, c'est un autre débat. Je crois que cette élection est quelque chose de fantastique, que l'Amérique a donné une leçon au monde, parce que dans quel autre pays peut-on voir un homme, moi je l'avais vu à la Convention démocrate de 2004, qui n'était même pas un sénateur, qui devient le président des États-Unis. Vous y étiez ? Oui, j'y étais, oui. Et j'avais vu ce discours, je m'étais dit, il sera un jour, 2004, voilà. Je m'étais dit, il sera un jour président des États-Unis, mais pas 4 ans après. Et puis c'est vrai que dans ce pays qui a connu la ségrégation, McCain a eu des mots extrêmement forts là-dessus. Eh bien, voir ce président noir, métis, l'emporter, franchement, c'est quelque chose qui est une leçon extraordinaire. Cela dit, du coup, ce président suscite des attentes mondiales incroyables. Et la déception, il y a 2 façons de la mesurer. Soit c'est une déception absolue. Je ne crois pas. Je crois que ça va changer énormément de choses. Et donc il ne faut pas dire, comme certains le font, c'est business as usual. En fait, ça va être un président américain. Ça va recommencer comme avant. Ce sera quelque chose de beaucoup plus important. Et en même temps, l'autre manière de juger la déception, c'est par rapport aux attentes. Et quand vous avez des attentes gigantesques, incroyables, et que vous pensez que c'est un magicien, alors à ce moment-là, il sera déçu. Il n'est pas un magicien. Il doit être un grand président. Je rajoute juste un point pour répondre à votre question. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parlementaires aujourd'hui élus au Congrès doivent cela à Barack Obama. Pour une simple raison, c'est qu'on a battu beaucoup de records, par exemple en termes de participation. On était à 65% de participation, c'est-à-dire un record qui a été battu depuis un siècle. Le nombre d'États qui ont basculé de républicains à démocrates, c'est quand même grâce à l'effet d'entraînement de Barack Obama. Je pense à la Virginie, par exemple, qui était quand même l'État le plus ségrégationniste des États-Unis, au Nevada, au Nouveau-Mexique. Et je ne parle pas non plus des chiffres à lui, c'est-à-dire le 52% de voix sont portées sur lui, 60 millions d'Américains. Et c'est un record également depuis Carter. C'est quand même pas rien. Et je pense que de ce point de vue, il a un soutien populaire derrière lui. Alors quelle mesure ? Le soutien populaire avec des demandes populaires aussi. Avec des demandes. Mais il a pris des engagements. 40 milliards a-t-il prévu pour les infrastructures. Il a également prévu des crédits, des baisses d'impôts, des crédits d'impôts de 2300 dollars pour chaque emploi créé dans les 2 ans. Si vous me permettez, des baisses d'impôts pour les laissez-moi juste terminer. S'il vous plaît, laissez-moi juste terminer. Après, parce que c'était une petite erreur. Juste terminer. Bon. Après, on reprend. Pareillement, donc baisse des impôts, notamment... La santé, le système de santé. Les systèmes de santé. Quand je parle des impôts, je parle des impôts pour les classes moyennes et notamment pour les revenus les plus modestes, sachant que pour ceux qui touchent plus de 250 000 $ par an, ce sera l'inverse. Donc, je pense qu'il a quand même, quand on dit que Barack Obama a fait un programme assez flou, je pense quand même qu'il a pris des engagements très précis et que la première chose à faire, ce sera de les mettre en pratique, sans attendre quoi que ce soit. Mais c'est un plan qui est beaucoup plus global. Il a promis qu'il défendrait les ouvriers américains, subventions aux industries, hausse du salaire minimal, guerre fiscale contre les entreprises qui délocalisent. Exactement. Et c'est un plan beaucoup plus global guerre contre le chômage. Sauver Wall Street. Oui, c'est plus important que sauver ça. C'est un vrai programme. Je dis juste qu'il serait attendu là-dessus. Je dis qu'il va faire beaucoup plus que ça. Mais en même temps, là, je ne veux pas revenir à l'Europe. C'est le New Deal, quoi. C'est un nouveau New Deal. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un programme qui est en réalité beaucoup plus, je le dis, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus progressiste. J'ose pas dire beaucoup plus à gauche. Mais par exemple, quand on parle des infrastructures... Vous le pensez très fort. Non, je n'ose pas penser. Vous savez, c'est fini, moi. Maintenant, je suis un socialiste depuis le attendez qu'on ait un premier secrétaire. J'attends que Ségolène Royal pense pour moi et ses amis. Non, je plaisante. Il m'arrive encore un peu de penser. Vous êtes un Godillot, c'est ça? Oui, voilà. Doublé d'un socialiste. Je reviens à quelque chose de plus sérieux. Je veux dire par là, surtout, qu'il y a la volonté d'un New Deal, qui soit un New Deal financier, il a déjà eu lieu en partie. Mais il faut aller plus loin en termes de réglementation. D'un New Deal économique, d'un New Deal social,
et peut-être d'un New Deal mondial. Parce que ce président-là, oui, je pense qu'il est dans une situation historique qui est comparable à celle de Roosevelt au début des années 30. Et de ce point de vue-là, je pense que ça peut inspirer, pardonnez-moi, les Européens, je dis bien inspirer. Ne projetons pas, nous, notre situation sur inspirer, parce que c'est beaucoup plus... Vous parliez, par exemple, des infrastructures. Mais moi, je rêve de l'Europe qui fasse la même chose. Je rêve d'une Europe qui dépense des dizaines et des dizaines de milliards d'euros en termes d'infrastructures, et pas seulement pour tel ou tel aspect du système bancaire et financier. Eh bien, qu'on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis. Vous auriez aimé avoir Obama comme président, quoi. J'aimerais avoir un programme de cette nature, avec une ambition de cette nature, et j'aimerais avoir une Europe qui soit capable aussi d'écouter ce que dit l'Amérique. On a tellement dit de mal d'Amérique en France. Nous aimons tellement être anti-américains. Et au fond, George Bush était un peu... Vous avez vu ce qu'elle dit, c'est l'hôpital qui se Oui, écoutez, vous savez, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai enseigné aux États-Unis, j'aime les États-Unis, j'ai toujours été un ami des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que... Il n'y a que des amis des États-Unis. Ah oui, maintenant, il y a... Mais non, mais enfin... On critiquait Nicolas Sarkozy. Mais j'ai été élevé largement là-bas. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire surtout, c'est que George Bush est le président que les Européens ont détesté, ont aimé détester, et Barack Obama est le président que les Européens et le monde ont envie d'aimer. Et c'est là où on retrouve toujours cette dialectique à tendre déception. Alors, pardon. Juste une question rapide à M. Moscovici. Est-ce que vous acceptez que s'il était ici en France, Barack Obama serait à la droite de l'UMP? Je ne le crois pas en l'occurrence. Si. Et quand vous regardez son programme, il est libéral, il est capitaliste, il n'est pas pour l'État. Dans tous les domaines. Il est pour la peine de mort, il est contre le mariage homosexuel. Et il ne pourra pas bouger le Congrès pour refaire les Vous le situeriez à la droite de l'UMP? Bien sûr, à 5 années-lumière à la droite. À 5 années-lumière à la droite de l'UMP. Non. Alors là, c'est un scoop sur ce plateau. Non, mais attention, c'est un scoop sur ce plateau. Tout à coup, les espoirs, c'est un bon sujet, Serge. C'est un très bon sujet, parce que la droite et la gauche française n'ont en gros rien à voir avec les démocrates et les républicains américains. On n'a pas, par exemple, une extrême droite religieuse qui s'exprime en France pour le pouvoir aux États-Unis. On n'a rien non plus aux États-Unis qui ressemble à Besancenot ou à vraiment la gauche du Parti socialiste. C'est beaucoup plus serré, l'éventail. Et sur la question de l'État, de l'intervention de l'État, je pense effectivement que Barack Obama est quand même légèrement à droite de Nicolas Sarkozy. Et on va voir comment ils négocient ça entre eux, puisqu'ils vont le négocier ensemble. Et je crois que quand Nicolas Sarkozy parle régulation, il a en tête des choses beaucoup plus étatistes, beaucoup plus fortes peut-être que Obama, qui sait qu'il peut aller dans son pays jusqu'à un certain point pour un certain temps. Ça suivrait pas après. Mais pas trop loin. Et en même temps, on a un vrai démocrate à la gauche de son parti, Obama. À la gauche de son parti, c'est-à-dire à la droite exactement, d'ici. Ça se recroise. Sur le plan social-étatique, c'est un petit peu à droite de Sarkozy. Sarkozy n'est pas à la droite de l'UMP. Tout le monde le sait. Donc il ne faut pas trop simplifier ces choses-là. Et par contre, je crois que Obama, même si dans sa brève carrière, il a été plutôt à la gauche de son parti, il a été élu au centre. Il va faire une politique centriste. Moi, vous parliez de Serge, je termine là-dessus, mais brièvement, vous parliez de cet anti-américanisme français qui tout d'un coup a disparu. Oui, vous avez brièvement évoqué ça. Et c'est vrai que... Oui, je reconnais. Oui, c'est lui, c'est parce que pas moi. C'est vrai que pendant 8 ans, on nous a expliqué, surtout à des gens comme moi qui disaient non, ce pays n'est pas... Moi, j'expliquais que non, je croyais que profondément, l'évolution sociale du pays était beaucoup plus vers l'ouverture, vers justement le métissage et la tolérance que ne le laissait entendre le gouvernement américain. Et c'est ce qui s'est vérifié aujourd'hui, sinon on n'aurait pas élu Barack Obama aux États-Unis. Mais il a été élu parce que le pays revient au centre, pas parce que le pays va à gauche. Les démocraties comme les nôtres, je crois, sont assez conservatrices. Mais par exemple, et centristes. La mesure sur l'écologie, par exemple. Alors, il a promis ça, transformer la très polluante Amérique en modèle d'écologie. On parle déjà d'Al Gore comme possible ambassadeur itinérant, ce changement climatique, etc. On parle même de Schwarzenegger, le très musclé Schwarzenegger, etc. Ça, par exemple, il va le faire. Justement, moi je crois tout à fait... C'est fini avec l'Amérique. Je crois tout à fait que c'est une révolution. Je dis bien une révolution qui se prépare aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les politiques d'Obama vont remettre totalement en question, du moins va-t-il l'essayer, peut-être va-t-il échouer, mais c'est ça son ambition, de remettre totalement en question ce qu'on a appelé aux États-Unis la révolution conservatrice, c'est-à-dire l'ère de la dérégulation et de la libéralisation quasi absolue de l'économie. Il veut revenir là-dessus avec des choses extraordinairement précises. Son programme, ses ambitions, c'est quoi ?
développer les infrastructures, mettre beaucoup d'argent dans les infrastructures, c'est-à-dire creuser le déficit budgétaire au nom de quoi? Des politiques keynésiennes, du nom de Keynes, l'économiste qui a inspiré toutes les social-démocraties européennes au XXe siècle. On creuse le déficit pour développer les infrastructures. On souhaite, attendez, on souhaite, c'est écrit par exemple dans un papier de M. Rubin, l'un de ses conseillers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, on souhaite renforcer le rôle des syndicats afin qu'ils soient en meilleure position de négocier des augmentations de salaire parce que l'économie a besoin d'augmentations de salaire. Et de nouveau, on retombe dans des politiques. C'est une révolution, voilà. C'est une révolution complète par rapport à la période ouverte par Reagan. Et quand tout à l'heure on avait des timidités, est-ce que c'est à gauche de droite ? On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. Le Parti démocrate reste pour la peine de mort, etc., etc. Mais évidemment que ce tournant économique va être un tournant à gauche. Et une dernière phrase. À gauche, vous le dites carrément. Mais absolument. Attends, juste une dernière phrase. Juste une dernière phrase. Et l'idée de relancer, moderniser l'industrie américaine par un tournant écologique profond et en même temps de réduire la dépendance pétrolière des États-Unis. Vous voyez les deux objectifs ? Réduire la dépendance pétrolière, moderniser l'industrie grâce à un grand tournant écologique. Si on n'appelle pas ça une révolution, je me demande ce que c'est qu'une révolution. C'est vrai que c'est un cycle long qui s'achève, qui a commencé avec les années Reagan, qui s'est creusé au moment où, en 1994, les Républicains ont gagné le Congrès avec un homme qui était extrêmement important, qui s'appelait Newt Gingrich, et qui a mis en place cette révolution. De la droite. Oui, mais ça a été ce camp républicain-là qui a pris ensuite le pouvoir avec les néoconservateurs, avec George Bush. Et là, assurément, il y a une rupture très forte. Et dans cette rupture-là, la rupture écologique est quelque chose d'extrêmement important. On parlait de chiffres. 150 milliards de dollars qu'il souhaite consacrer pendant son mandat à cela, aux énergies renouvelables, et à changer la donne et à limiter la dépendance en matière de pétrole. Et donc oui, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors, avec quand même une chose qu'il faut signaler, c'est que vous parliez de déficit, mais les Américains peuvent se permettre de faire du déficit, parce qu'ils ont la monnaie mondiale, le dollar, qui leur reste. Nous ne pouvons pas le faire. Et ça, c'est une différence majeure. On va le faire. L'Europe unie pourrait faire de l'emprunt. Oui. Elle ne peut pas faire du déficit à l'image américaine. Le déficit américain a quand même est dans les environs de 1000 milliards de dollars déjà, ce qui est énorme. Et je ne suis pas sûr, au regard de ce qui s'est passé lors du vote, 10 000 milliards, pardon, lors du vote du plan Paulson en octobre, je ne suis pas sûr que les contribuables américains soit d'accord pour un approfondissement ou un les objectifs ne seront pas les mêmes. Les objectifs ne seront pas les mêmes. Il y a une petite contradiction. On ne peut pas à la fois faire l'éloge du programme de Barack Obama et ne pas envisager les conséquences financières qui vont être un creusement du déficit. Exactement. S'il vous plaît, en politique étrangère, y a-t-il une révolution possible, envisageable, de la politique étrangère des États-Unis? Alors, je vous laisse. Il y a deux réserves. D'abord, les révolutions sont rares en politique étrangère. Certes, les évolutions. Allez, deuxièmement, au regard de tout ce qu'on a dit là sur la politique intérieure, il est fort à parier que Barack Obama va avoir comme priorité de s'occuper des Américains. Voire du protectionnisme. Mais il n'empêche, pas forcément, mais il n'empêche qu'une question se pose aux États-Unis aujourd'hui. Quel leadership retrouver pour les États-Unis dans un monde où l'hyperpuissance a pris fin, dans un monde où les puissances émergentes sortent de partout, et pas seulement la Chine, l'Inde et la Russie, et dans un monde où il y a des menaces très précises, avec la Russie, par exemple, et son environnement immédiat, ou encore l'Iran, qui s'en prend régulièrement aux États-Unis. Donc ça va être la question fondamentale, quelle place dans le Conseil des Nations pour ces Américains, pour cette Amérique de Barack Obama. Alors, on a des éléments de programme qui sont dialogue avec l'Iran, mais en même temps dialogue avec l'Iran, mais c'est pas aussi simple que ça, avec des alternatives au cas où ça ne marcherait pas. C'était un pays qui était quand même dans l'axe du mal de Bush, parce qu'il soutenait le Hezbollah et le Hamas, parce qu'il appelait à la fin d'Israël, etc. Vous avez l'Irak, le retrait programmé des troupes en 16 mois, 1 à 2 brigades par mois qui se retiraient, il n'y aurait plus que des troupes pour la lutte antiterroriste. Mais d'ici là, l'accord sur l'avenir de l'Irak doit être revu
d'ici fin décembre, je veux dire. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Et le mandat de l'ONU, on va voir s'il va être prolongé. Ou... Vous parlez d'évolution, Il y vous a quand même quelque chose qui va changer de manière fondamentale. C'est quoi? Laissez-moi juste terminer ma démonstration. Il y a aussi l'Afghanistan. Le retrait des troupes en Irak a pour objectif de renforcer la présence en la nôtre Afghanistan, éventuellement aussi. Sachant que Barack Obama, nous on vient de renforcer. Il va nous demander d'y aller aussi. Sachant un peu plus. que Barack Obama estime que le foyer de terrorisme et d'instabilité le plus fort, c'est en Afghanistan, avec l'arrière pakistanais, bien évidemment, dont il a déjà parlé. Il faut mesurer quand même, là aussi, l'aspect un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que, au fond, moi, ce que je reproche à George Bush, c'est d'avoir fait en sorte que cette Amérique porteuse de valeurs, pendant quelques années, a semblé incarner l'inverse de ces valeurs. Et a été, au fond, détestée dans le monde. Et je crois que ce que Barack Obama peut apporter à travers ces inflexions, et avec une dose de continuité obligatoire, parce qu'il sera le président des États-Unis, il va défendre les intérêts des États-Unis, eh bien, c'est une forme de retour au monde de l'Amérique. Et un retour d'une relation entre les États-Unis et le monde... Nous, concrètement, America is back, mais nous, contrairement. Mais attendez, c'est à la fois concret. Là-dessus, Ramayad a raison, elle a cité les dossiers les uns les autres, mais c'est aussi symbolique. Ça, c'est extrêmement important. Le fait que ce président soit ce qu'il est, et que, c'est vrai, tous les hebdos... le monde attend de lui. Le monde attend de lui. Le monde attend de lui aussi. Un discours, une image. Vous savez, la politique est beaucoup faite de symboles. Et de ce point de vue-là, il y aura à la fois les réalités, qui vont être des inflexions, des changements, etc. Et il y a aussi quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et là, il y a une attente très forte dans le monde. Et nous, en Europe. Et les Français aussi, parce qu'il était bien pratique, George Bush, pour vous, les Français. Parce que ça vous a permis de faire une politique étrangère de moindre effort. Tandis qu'arrive maintenant Barack Obama, qui est un dieu. Et vous n'avez plus cette odeur de sainteté, vous les Français, que vous avez acquis avec la crise sur l'Irak. Il y a des Français de toutes sortes. Je parle des Français. Je voudrais dire deux choses sur cette politique étrangère américaine avec Barack Obama. Comme le disait très bien Pierre, la première redistribution des cartes, c'est qu'on a une Amérique qui a retrouvé son leadership moral et politique. Et en diplomatie et en politique internationale. Donnez un exemple concret, par exemple. Ça compte énormément. Vous pensez au Proche-Orient, vous pensez au Moyen-Orient. Barack Obama est de nouveau le leader du monde libre, mais pas le monde libre au sens de l'OTAN, le monde libre au sens des peuples qui rêvent de liberté. Donc c'est quand il va voyager dans des pays justement qui ne sont pas libres, ça fait du monde, au les peuples Moyen-Orient, en Afrique qui veulent ou ailleurs, de la liberté, il apportera quelque chose de crédible, ce que ne pouvait évidemment plus faire George Bush. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'au-delà des grandes orientations qui sont les siennes, on n'a aucune idée de ce qu'il fera, parce qu'il va agir vis-à-vis des événements. Je vous rappelle juste deux présidents, par exemple, Franklin Roosevelt. Il a été réélu en 1940 en promettant qu'il n'engagerait pas son pays dans la guerre européenne. C'était pas qu'il mentait, c'était qu'il a dit. Heureusement, il l'a fait. George Bush, en 2000, a été élu en promettant qu'il allait se désengager du monde et qu'il serait humble. Il y a eu le 11 septembre et il a agi autrement. Donc on sait que Barack Obama est certainement l'apôtre, disons, d'une diplomatie musclée, avec beaucoup de pédagogie à l'égard du reste du monde, mais ce qu'il fera, on ne le sait pas. Deux exemples. Moi aussi, je veux deux exemples. Est-ce que vous pouvez me parler du Moyen-Orient, par exemple ? Justement, avant même l'élection de Barack Obama, quand il y avait seulement les sondages, la possibilité, etc., les débats internes au régime iranien, et alors, on décuplé de violence parce qu'ils ont tous commencé à s'engueuler sur la place publique. Qu'est-ce qu'on fait si Barack Obama est élu et que l'Amérique change de visage ? On ne peut pas, disaient les uns, et espérons qu'ils aient raison, qu'ils l'emportent, on ne pourrait pas, à ce moment-là, rester dans la même posture. Deuxième exemple, je crois que c'était hier ou avant-hier, le chef politique du Hamas a déclaré publiquement qu'il souhaitait engager un dialogue avec le nouveau président des États-Unis. Inimaginable il y a 5 jours. Inimaginable de l'autre côté aussi. Vous êtes sûr de ça ? Il désire toujours parler à tête avec le président des États-Unis, Hamas. Il ne manque que ça. Non, pas avec Bush, c'était compliqué. Il désire toujours sur le plan diplomatique. Mais pour vous, monsieur, c'est une autre attitude sur le Proche-Orient aussi, la nomination de Rahm Emanuel, qui est un très pro-israélien, comme on dit. C'est moins qu'on puisse dire. Enfin, très pro-israélien, oui. D'ailleurs, est-ce que cette nomination a pour but de rassurer la communauté juive, inquiète des orientations d'Obama ou quoi ? C'est sûr. Si le président des États-Unis élu s'appelle Barack Hussein, eh bien Rahm Emanuel s'appelle Rahm Israël Emanuel. Donc, il a fait du service volontaire pour l'armée israélienne pendant la Première Guerre mondiale, à l'époque où j'étais là-bas comme correspondant pour Newsweek. Pendant la Première Guerre du Golfe, pas mondial. En 91. Et je crois que c'est clair que c'est un message fort à la communauté juive. La politique américaine vis-à-vis d'Israël ne changera pas.
C'est aussi clair que ça. C'est vrai, mais en même temps, Rahm Emanuel est un ami politique de Barack Obama extraordinairement proche à Chicago depuis de nombreuses années. Barack Obama, il aura aussi des adversaires. Il n'a pas que des amis. Il sera attendu sur un certain nombre de sujets. Ça va être difficile. Je vais prendre 2 exemples. Lequel principalement ? D'abord, la relation avec la Russie. Oui. Moi, j'ai été frappé des déclarations le jour où il a été élu, immédiates, extrêmement brutales, de Medvedev, disant qu'ils allaient installer des fusées à Kaliningrad pour contrer le bouclier antimissile. C'est pas une déclaration de guerre, enfin c'est une déclaration d'hostilité. Et au fond, je pense que pour le coup, c'est un président qui n'arrange pas la Russie. Et puis la deuxième chose, c'est l'Iran, justement. Vous l'avez évoqué d'un mot. Il va nouer des relations avec l'Iran, un pouvoir qui est divisé. Tout en leur déniant le droit d'avoir une puissance nucléaire. Et c'est là où on ne sait pas ce qui va se passer. Exemple, si ça se poursuit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et que les Iraniens atteignent ce qu'on appelle le seuil nucléaire, c'est-à-dire que l'aspect dialogue a échoué. Pendant que de l'autre côté, vous l'avez aussi suggéré, il y aura des sanctions qui seront peut-être prises. Que fera ce président ? Est-ce qu'à ce moment-là, on ne risque pas... Il fera bombarder. Et je pense que oui. Absolument. Et c'est là où on voit que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le dit. C'est-à-dire à la fois, il y a ce retour au monde, mais il y a aussi des hypothèques, il y a la réalité qui pèse. Et il y a des constantes de politique, il y a des constantes de politique américaine qui peuvent peser très lourd. C'est pas du tout un idéaliste. C'est pas un naïf, non. Malgré son parcours. Non, c'est pas un naïf du tout, non. Ni un idéaliste. Son histoire, le chien, tout ça. Non, c'est quelqu'un de très réaliste. C'est quelqu'un de très réaliste qui défendra d'un côté les intérêts américains et qui, sur le plan international, essaiera de restaurer un leadership américain. On sera peut-être dans une optique plus multilatérale qu'unilatérale. Sur un plan comme ça de Barack l'Africain, le fils de Kenyan, etc., est-ce que l'Afrique attend tellement comme ça ? Est-ce que Obama sera à la hauteur des espoirs qu'il suscite de ce côté-là du monde ? Pour le savoir, moi je pense qu'il faut remonter à son histoire lorsqu'il était sénateur de l'Illinois, enfin ces 3 dernières années. Il faisait partie du caucus qui s'était occupé c'est un groupe parlementaire qui se constitue autour de sujets spécifiques, ce qu'on devrait d'ailleurs développer un peu plus en France. C'était une parenthèse. Un message adressé à Pierre Moscovici qui opine du chef. Caucus sur le Darfour. Vous savez qu'en France, l'exécutif a d'assez larges prérogatives qui lui permettent de donner des libertés au Parlement. Ce n'est pas de la faute de Nicolas Sarkozy, c'est la Constitution qui est comme cela. Mais il était donc dans un caucus sur le Darfour, sur lequel il est très impliqué, comme beaucoup de sénateurs noirs aux États-Unis. D'une part. D'autre part, il a déjà mis les pieds au Kenya, avec toute sa famille d'ailleurs, où il a fait plusieurs séjours, où il a pu voir la réalité africaine. Donc je ne dis pas qu'il servira les intérêts africains d'abord. Non, il servira toujours les intérêts américains d'abord. Oui, simplement, il aura peut-être cette sensibilité supplémentaire qui est différente que d'un autre. Mais il paraît aussi que les républicains sont plus sensibles à l'Afrique que les démocrates. Bon, on verra, Obama est un personnage tellement différent, peut-être qu'il fera mentir cette tradition. Et j'espère qu'il va s'occuper du Congo, où il se passe un des massacres les plus... la République du Congo. Bien sûr, le Congo, pour l'instant, l'action est menée plutôt sous autorité de l'ONU. Je crois que c'est vrai que Barack Obama aura une autre vision du monde que celle typique aux États-Unis d'un président blanc des États-Unis qui est eurocentrique. Pourquoi je dis ça ? Parce que Barack Obama, il est né au début des années 60, il est devenu étudiant. À l'époque où il y avait la fureur, la rage sur les campus aux États-Unis, c'était de finir avec la culture dictée par l'Europe. C'est-à-dire, on ne voulait plus des dead white European males, c'est-à-dire des hommes blancs d'origine européenne et morte. Donc, c'est-à-dire, cette culture-là de Victor Hugo et de Dr. Freud, c'était fini. Il fallait être plus international, et c'est pour ça que la femme de Barack Obama, par exemple, à l'université de Princeton, elle a fait des études sur quoi ? Une thèse sur la communauté noire à Princeton, la communauté où elle vivait. Mais ça, c'est concluez, s'il vous plaît, sur ce point. Ça, c'est typique, et pour les Français, c'est un petit danger, parce que vous pensez qu'il sera plus... cette arrogance américaine qui veut dire que vous, les Européens, surtout vous, les Français, vous ne dépensez pas assez sur le militaire. Les Français, je vis ici. Oui, je suis fiscalisé ici. C'est pour ça. Voilà la clé. Je paye ses impôts ici, donc... Vous, les Européens... Vous ne les payez pas aux États-Unis. Vous, les Européens, vous demandez qu'on soit multilatéral, mais les dépenses militaires sont quasiment unilatérales. C'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Les Américains vont nous demander de payer plus d'argent cette brigade de 60 000
diplôme, déploiement rapide, Bernard Guetta, vous savez qu'elle n'existe toujours pas. Stop. Traité de Nice. Écoutez, il y a une chose que quand aurons-nous du neuf sur les États-Unis, un dernier mot? Quand aurons-nous du neuf sur les États-Unis? Le 20 janvier. Le 20 janvier. On attend le 20 janvier. On attend le 20 janvier. Non, stop, j'attends le 20 janvier. Attendez, moi, il y a une question qui m'intéresse. Je reviens tout petit peu à la politique intérieure française. Excusez-moi, Ramayad, vous n'êtes pas obligé de participer du tout. Mais je pose une question à Pierre Moscovici. Êtes-vous toujours candidat au poste de premier secrétaire après ce qu'on a entendu? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais je profite de votre présence, Pierre Moscovici. Non, vous n'êtes plus, malgré ce qu'a annoncé... Ça fait un bon moment que je ne le suis plus. Mais je crois qu'en réalité, j'ai des points d'accord et des points de divergence avec ce que disait Vincent Payon. Ségolène Royal est en tête du vote des militants. Elle a fait 29%. Elle est légitime. Ça lui donne une légitimité pour proposer aux autres un rassemblement. Mais cette légitimité, d'une part, elle lui est accordée à elle, parce que les militants ont voté pour elle. C'est une légitimité qui est une légitimité assez personnelle. Et donc c'est un peu plus compliqué si c'est quelqu'un d'autre qu'elle dans sa motion. Elle fait une bonne première secrétaire. Et la deuxième chose, c'est que c'est une légitimité qui est limitée à ces 29%. Autrement dit, il faut rassembler beaucoup plus parce qu'il y a toujours plusieurs façons de lire. On peut se dire j'ai fait 29%, je suis en avance. On peut aussi dire que 71% des autres n'ont pas voté comme elle. Il faut qu'elle bâtisse le rassemblement. Et c'est là où c'est compliqué. Il faudra traiter de sujets de fond, et de sujets sur lesquels les socialistes ne sont pas forcément d'accord. Social-démocratie ou pas. Quel type d'alliance? Et de ce point de vue-là, Vincent Payon a dit des choses avec lesquelles on peut être d'accord, peut-être un peu moins. Et donc, cette semaine, je ne crois pas qu'elle va être terrible. Je ne crois pas qu'elle doit être terrible. Vous ne croyez pas qu'il y aura un premier secrétaire avant jeudi là? Non, il y aura un premier secrétaire le 20 novembre, pour le coup. Mais je souhaite que le rassemblement se construise sur des débats de fond, et justement pas sur des questions de personnes. Vous dites tout ça, débat de fond, on va parler de projets. J'en ai donné quelques-uns. Oui. J'ai dit la social-démocratie ou pas. Enfin, vous soutenez, oui. Vous êtes presque réaliste en disant ça. Vous trouvez qu'elle est légitime, elle et pas quelqu'un d'autre. Je dis qu'elle a la légitimité que lui donne ce vote à hauteur de 29% et que rien n'est fait, mais que c'est à elle de faire les propositions nécessaires. Ensuite, il faudra arriver, à partir de ça, à bâtir une majorité, ce qui est loin d'être fait. Voilà, ça c'était un petit tour par la politique intérieure, vous n'avez rien à rajouter là-dessus. C'est un peu lassant. Non, mais j'espère qu'ils vont en sortir pour le bien de la démocratie française. C'est gentil, madame. C'est très gentil. C'est très gentil à vous, Ramayad. Merci beaucoup. J'espère qu'à droite aussi, un jour, il y aura de la démocratie. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, pour rejoindre le site de France 5, france5.fr. Cette émission est aussi rediffusée ce soir à 23h. Donc merci beaucoup, Madame Bacharan. Merci beaucoup, Madame Yad. Merci beaucoup, messieurs. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Bonsoir et merci beaucoup.